celebrations are magnificent. At the heart of the pageantry is a simple message: service. La réunion au château de Windsor était censée honorer les décennies de service inlassable de la princesse Anne, mais ce qui s'est déroulé ce soir-là a révélé la fragilité de l'unité royale. La salle était remplie de dignitaires, de membres de la famille et d'invités impatients de célébrer le cap remarquable de plus de 20 000 engagements d'Anne, témoignage de son dévouement indéfectible. Nombreux étaient ceux qui murmuraient à propos de son soutien à plus de 300 œuvres caritatives et l'événement aurait dû se résumer à un hommage solennel. Mais dans cet instant d'admiration se glissa une remarque qui allait faire plus de mal que prévu. Laura Lopes, la fille de Camilla, a souvent vécu en dehors des structures officielles de la royauté. Elle n'est pas princesse, mais le mariage de sa mère avec le roi Charles l'a définitivement liée à l'ombre de la monarchie. Ce soir-là, elle était présente parmi la famille et les amis semblant n'être qu'un simple soutien parmi d'autres. Pourtant, dans une conversation informelle, elle a commenté que la façon de travailler d'Anne lui semblait dépassée, que son style appartenait à une autre époque, tandis que des membres de la famille royale plus jeunes, comme William et Catherine, apportaient ce qu'elle qualifiait de plus neuf. Ces mots étaient prononcés avec légèreté, comme s'il s'agissait d'un bavardage oisif, mais leur mordant était indéniable. Pour la princesse Anne, de tels mots remettaient en question les fondements de son œuvre. Elle a longtemps incarné le devoir sans fanfare, se consacrant entièrement au service sans se soucier du glamour moderne. Entendre sa contribution bafouée devant les autres était plus qu'un affront. C'était un défi à l'identité même qu'elle s'était forgée au fil de décennies d'engagement indéfectible. Ceux qui se tenaient à proximité se raidirent les yeux rivés sur eux avec gêne, tandis qu'Anne elle-même gardait son sang-froid habituel, ne trahissant qu'un léger pincement des lèvres. Le prince William, cependant, entendit chaque mot et ressentit l'insulte comme une étincelle sur un feu sec. Son respect pour Anne a toujours été profond, forgé par l'admiration de son enfance et mûri par des années de partage du fardeau du devoir. William savait qu'Anne avait assumé des responsabilités bien avant sa naissance, participant avec acharnement à des compétitions équestres et étant un modèle de fiabilité à toute épreuve. Pour lui, elle représentait l'exemple le plus clair du service désintéressé. L'avoir ainsi écartée avec tant de désinvolture était intolérable. Guillaume est célèbre pour son calme, pour sa maîtrise de la retenue en public. Pourtant, ses proches savent aussi que derrière ce calme se cache une loyauté farouche envers ceux qu'il aime. À cet instant, sa mâchoire se crispa, ses poings se crispèrent et son regard se durcit. Il ne cria pas, il n'explosa pas, mais son silence était lourd de tonnerre. Les invités s'arrêtèrent de leurs verres à moitié portés aux lèvres et les conversations s'essoufflèrent. Le palais avait toujours redouté ces moments où les fissures intimes s'ouvraient au grand jour. Anne tenta de remettre la soirée sur les rails, évoquant son travail avec Save the Children et évoquant des anecdotes de ses premiers voyages humanitaires. Ses paroles étaient aimables, mais elles ne parvinrent guère à apaiser la tension qui planait dans la salle. William resta à ses côtés, déterminé à ne pas laisser l'insulte passer inaperçue. La fureur silencieuse de sa prise de position devint une histoire à part entière, une histoire que les invités raconteraient plus tard à voix basse, preuve que quelque chose de plus profond se tramait au sein de la famille royale. Cette nuit-là, le contraste entre le stoïcisme constant d'Anne et la colère protectrice de Guillaume révéla deux manières d'affronter l'insulte. L'instinct d'Anne était l'endurance forgée par des années de surveillance médiatique et d'affronts familiaux. L'instinct de Guillaume était la défense aiguisée par la conscience d'une nouvelle génération des récits médiatiques et des dangers du silence. Il savait comment une simple remarque pouvait se transformer en une sur les divisions générationnelles au sein de la monarchie, une interprétation qui prenait déjà de l'ampleur dans les commentaires politiques et les débats médiatiques britanniques sur l'avenir de la couronne. Ce qui rend cet épisode encore plus frappant, c'est le contexte plus large de l'évolution des attentes royales. Des analystes de Reuters et de la BBC ont récemment noté que le roi Charles envisageait une monarchie allégée, un modèle fonctionnel où moins de membres de la famille royale assumeraient davantage de responsabilités. Cela a soulevé des questions sur la pertinence, l'image générationnelle et l'équilibre entre tradition et modernité. Dans ce contexte, le commentaire de Laura n'était pas seulement personnel. Il faisait écho à des débats publics plus larges sur la question de savoir si les anciens styles de service correspondent à la Grande-Bretagne moderne. L'ironie, c'est que selon les sondages menés par YouGov plus tôt cette année, Anne continue de figurer parmi les membres les plus respectés de la famille royale. Sa réputation de diligence contraste fortement avec les controverses entourant d'autres figures de la famille. Le public l'aperçoit comme fiable et pragmatique, exactement le contraire de ce que Laura laissait entendre. William le savait et sa colère n'était pas seulement motivée par le bien d'Anne, mais aussi par le risque de saper un symbole de stabilité à une époque où celle-ci est rare. À la fin de la soirée, la tension ne s'était pas dissipée. Les courtisans chuchotaient discrètement, ajustant leurs plans pour éviter que Laura et William ne se retrouvent.
La blessure était rouverte et bien que la soirée se soit terminée par des applaudissements polis et des sourires devant les caméras, les personnes présentes savaient que quelque chose avait changé sous la surface polie. La monarchie se nourrit d'images et toute allusion à la discorde menace sa stabilité soigneusement gérée. Ce qui avait commencé comme une célébration s'est transformé en un scandale discret, non pas à cause de voix élevées ou d'une confrontation publique, mais parce que quelques mots anodins avaient remis en question les valeurs incarnées par l'un des membres les plus travailleurs de la monarchie. Dans le silence qui a suivi, la loyauté protectrice de Guillaume est devenue aussi évidente que l'endurance digne d'Anne. Ce fut un choc entre tradition et perception, entre critique désinvolte et devoir de toute une vie, et cela a marqué le début d'une fracture difficile à combler. Le lendemain de la réception au château de Windsor, le prince William portait le poids de la soirée précédente comme une tempête inexorable. Il avait ressassé les paroles de Laura Lopes à maintes reprises, ressentant chaque syllabe comme un défi non seulement à la princesse Anne, mais aussi aux idéaux mêmes de service qui définissaient sa conception de la monarchie. Pour lui, le silence signifiait capitulation et il ne pouvait accepter cette issue. Le besoin d'affronter la situation s'accrut d'heure en heure jusqu'à ce qu'il se rende à Gatcombe Park pour s'entretenir en privé avec Anne elle-même. Anne reçut son neveu avec la même présence sereine qu'elle affichait lors de ses engagements publics. Elle était assise dans son modeste salon entourée de souvenirs équestres et de souvenirs de décennies de service. Pour elle, la remarque de Laura avait été acerbe mais supportable. Elle avait enduré bien pire au fil des ans, passant de l'oubli en tant que fille royale à la résistance à l'attention de la presse sur sa vie privée. Anne considérait l'endurance comme un bouclier et une épée, et elle pensait que l'incident s'estomperait s'il était ignoré. William, cependant, était d'un autre avis. Il expliqua avec conviction qu'un commentaire inconsidéré risquait de se transformer en un récit de division que la presse exploiterait sans relâche. Couvertures récentes dans des médias tels que Le Guardian et BBC News a déjà souligné comment même les plus petites divisions perçues au sein de la famille royale peuvent rapidement s'étendre au débat national. Les contrastes générationnels, notamment entre le service indéfectible d'Anne et le style plus moderne des plus jeunes membres de la famille royale, sont un thème récurrent du débat public. La préoccupation de William n'était pas la paranoïa mais la reconnaissance d'une réalité médiatique. Pour lui, ne pas répondre aux propos de Laura risquait de céder du terrain aux critiques qui percevaient la monarchie comme fracturée et dépassée. Anne, bien que compatissante, lui rappela que réagir publiquement ne faisait qu'amplifier l'insulte. Sa philosophie de la retenue lui avait été utile pendant des décennies au cours desquelles elle avait conservé une réputation irréprochable de membre de la famille royale le plus travailleur. Mais William voyait les choses différemment. La monarchie vit désormais à une époque de surveillance constante où le moindre murmure peut faire la une des journaux. Il pensait que l'inaction n'était pas une force, mais une vulnérabilité. Et il craignait l'impact que cette perception pourrait avoir sur la légitimité déjà fragile de la monarchie. La dynamique était encore compliquée par l'instinct protecteur de Camilla envers sa fille. Laura Lopes n'avait jamais recherché un rôle public, mais ses paroles avaient désormais un poids politique inattendu. Pour Camilla, la colère de William risquait d'entraîner sa fillée dans un monde qu'elle n'avait jamais choisi. Lorsque la fureur visible de William lui parvint, elle fut troublée, jugeant sa réaction disproportionnée et potentiellement préjudiciable à l'unité familiale. Pour le roi Charles, cela le plaçait dans une position peu enviable. Il cherchait depuis longtemps à concilier la présence de sa seconde famille au sein de la monarchie, équilibrant avec soin loyauté privée et devoir public. Une remarque inconsidérée menaçait désormais de ruiner des années d'adaptation délicates. Cette tension a mis en lumière les défis plus vastes auxquels l'institution est confrontée. Des analystes, écrivant pour vague allemande, y allaient observer que les monarchies d'aujourd'hui s'appuient moins sur une tradition rigide et davantage sur le maintien de leur pertinence publique. Le clivage générationnel, mis en évidence par le commentaire de Laura, reflétait les débats en cours sur la question de savoir si la famille royale devait moderniser son approche ou rester fermement ancrée dans un devoir de longue date. Dans ce contexte, la position protectrice de William envers Anne était non seulement personnelle, mais aussi stratégique. Il la considérait comme une ancre irremplaçable dont le service contrebalançait les controverses de la monarchie et dont l'héritage devait être préservé d'un rejet désinvolte. Les initiés du palais commencèrent à remarquer de subtils changements dans le comportement de Guillaume après l'incident. Il prit ses distances avec Camilla par petites touches, mais de manière délibérée, écourtant les conversations et évitant autant que possible les apparitions communes. La froideur entre eux n'était pas visible du public, mais au sein du palais, elle était manifeste. Le personnel murmurait à propos de cette tension, conscient qu'il ne s'agissait pas d'un désaccord passager. Cela reflétait une question non résolue d'autorité de respect et de fusion de deux familles sous une même couronne. Catherine, toujours diplomate, tenta d'apaiser la tension.
Elle invita Laura à des événements culturels et tenta de rapprocher les deux hommes par des gestes polis. Pourtant même sa grâce ne parvint pas à effacer le ressentiment sous-jacent qui s'était installé dans l'attitude de William. Sa loyauté envers Anne rendit la réconciliation difficile, d'autant plus que Laura ne montra aucun signe de reconnaissance du poids de ses paroles. Pour elle, la remarque avait été désinvolte, indigne du tollé qu'elle avait provoqué. Ce refus de céder renforça la conviction de William que la question ne pouvait être simplement mise de côté. Ce qui s'est passé à cette époque illustre comment de petits incidents au sein des cercles royaux reflètent souvent des tensions sociales plus vastes. Le conflit entre tradition et modernité, le respect et la critique désinvolte, le silence et la confrontation, tout cela convergeait vers un conflit familial unique. Pourtant, comme il s'agissait de la famille royale, ces thèmes revêtaient une portée nationale. La survie de la monarchie dépend autant de la perception que de la pratique, et la perception d'une division peut être aussi néfaste que la discorde réelle. Lorsque William quitta Gatcombe Park, sa détermination s'était affermie. Le calme avec lequel Anne avait rejeté l'insulte n'avait pas apaisé sa colère. Au contraire, cela avait renforcé sa conviction qu'elle méritait protection précisément parce qu'elle refusait de se défendre. Il retourna à Windsor avec l'intention d'obtenir une reconnaissance supplémentaire, sinon de Laura directement, du moins de Camilla elle-même. Pour William, il ne s'agissait plus d'une simple remarque, il s'agissait du respect dû à une vie de service et du précédent créé lorsque ce respect était remis en question. Le palais allait bientôt subir les conséquences de sa détermination. Les rumeurs de l'incident se répandirent discrètement dans les couloirs du personnel, laissant présager une confrontation plus large. L'équilibre que Charles avait tenté d'instaurer entre les enfants de sa femme et ses propres héritiers était menacé. L'unité, le plus grand bouclier de la couronne, était à nouveau menacée non pas par des critiques extérieures ou des bouleversements politiques, mais par ses propres murs. Au fil des semaines, la tension suscitée par la remarque de Laura Lopes ne s'est pas dissipée, mais s'est transformée en une épreuve de loyauté et de perception. Camilla ressentait un besoin croissant de protéger sa fille des rumeurs grandissantes dans les couloirs du palais. Pendant des années, elle avait soigneusement tracé une frontière entre ses enfants et la surveillance intense exercée par les membres actifs de la famille royale. Laura et Tom Parker Bowles étaient censés vivre leur vie privée, poursuivre leur carrière et fonder une famille sans être mêlés aux affaires de la couronne. Mais cette barrière protectrice s'effritait et Camilla réagissait avec une irritation discrète, mais visible face à ce qu'elle considérait comme la réaction disproportionnée de William. Son instinct n'était pas seulement maternel. Camilla comprenait que les paroles de sa fille avaient touché une corde sensible, mais elle était aussi convaincue que les conséquences étaient exagérées. Elle-même avait passé des décennies à affronter des tempêtes de critiques et à en ressortir avec résilience, et elle appliquait la même perspective à la situation de Laura. Cependant, William voyait les choses différemment. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement de Laura, mais d'un principe incontournable. Le dévouement d'Anne représentait l'épine dorsale de la monarchie et le bafoué devant les autres sapait l'institution tout entière. Le roi Charles se retrouva prisonnier d'un rôle familier, celui de médiateur. D'un côté, son épouse protectrice envers sa fille, convaincue que l'affaire aurait dû être classée sans suite. De l'autre, son héritier refusant de laisser sans réponse ce qu'il considérait comme un manque de respect. Charles comprenait les deux points de vue. Il avait longtemps œuvré à intégrer la famille de Camilla dans son propre monde, veillant à ce qu'elle soit acceptée en privé, voire en public. Parallèlement, il reconnaissait la profondeur de l'admiration de Guillaume pour Anne qui dépassait la simple affection familiale. C'était un dévouement au devoir, une reconnaissance de ces décennies de sacrifices qui avaient assuré la stabilité de la monarchie même en période de turbulence. Les enjeux dépassaient de la loyauté familiale. La couverture médiatique dans des médias tels que Reuters et le Timsless Interrogation sur l'avenir de la monarchie commencèrent à se poser. Les commentateurs soulignèrent les efforts de Charles pour créer une institution allégée, où un nombre réduit de membres de la famille royale assumait l'essentiel des responsabilités. Dans ce modèle, chaque membre actif était essentiel, et la princesse Anne demeurait indispensable. Ses états de service étaient inégalés, sa réputation intacte et son endurance admirée même par les détracteurs de la couronne. La sapère de quelque manière que ce soit, même par des paroles inconsidérées, risquait d'affaiblir la structure même que Charles cherchait à préserver. La défense de Laura par la reine consort se heurtait à l'insistance de Guillaume sur le respect. Ce clivage symbolisait une lutte plus vaste entre vie privée et devoir public. Camilla considérait ses enfants comme des citoyens ordinaires, libres de s'exprimer librement sans conséquence. Guillaume les considérait comme indissociables de la monarchie, où chaque mot avait un poids institutionnel. Ces points de vue contradictoires créaient une froideur dans les interactions perceptibles dans la façon dont Guillaume évitait les échanges prolongés avec Camilla lors de leurs apparitions communes. En public, les sourires et le cérémonial restaient intacts, mais au palais, la froideur était indéniable. Anne elle-même refusa d'envenimer la situation.
Elle poursuivit son emploi du temps, participant à des engagements et se concentrant sur son travail avec Save the Children et d'autres organisations. Son pragmatisme semblait indiquer que la remarque était indigne d'elle. Pourtant, ceux qui observaient attentivement remarquèrent de subtils changements. Son attitude était plus rigide lors des événements publics, ses paroles un peu plus acerbes en privé et sa tolérance aux réunions de famille plus faible qu'auparavant. Bien qu'elle ait ignoré l'insulte en apparence, son ombre persistait. Les analystes des médias de BBC News et Vague allemande, il a souligné que cet épisode reflétait une tension plus large dans la manière dont la monarchie concilie tradition et attentes modernes. Les jeunes membres de la famille royale sont souvent loués pour leur dynamisme, tandis que les figures plus âgées, comme Anne, incarnent la continuité. Ces deux rôles sont essentiels, mais l'harmonie entre eux est fragile. La remarque de Laura a directement abordé cette tension, faisant écho au débat sur la capacité de la monarchie à conserver sa pertinence dans la Grande-Bretagne du XXIe siècle. Pour Guillaume, défendre Anne n'était pas seulement une question de loyauté, mais aussi d'affirmation que la continuité demeure aussi précieuse que la modernité. Charles tenta de calmer le jeu en organisant des réunions privées destinées à réunir la famille. Pourtant, à chaque fois, la présence de Guillaume et de Camilla dans la même pièce suscitait un malaise. Les courtisans ajustèrent les plans de table, les photographes furent gérés avec soin et les emplois du temps orchestrés pour éviter les rencontres gênantes. La surface polie de la couronne fut préservée, mais cela exigea un effort constant. Cet effort révélait à lui seul la fragilité de l'unité. Au cœur du conflit se trouvait une question fondamentale: où s'arrête la vie privée de la famille et où commence le devoir public? Pour Camilla, sa fille n'aurait jamais dû être mêlée à la politique royale. Pour William, aucun membre de la famille ne pouvait vivre pleinement sa vie privée dès lors que ses paroles touchaient la monarchie. Ces visions contradictoires étaient si difficiles à concilier et elles révélaient la ligne délicate que Charles avait longtemps tenté de suivre. Cet épisode a également révélé l'évolution du rôle de la monarchie dans l'opinion publique. Un sondage YouGov suggérait que si Anne restait l'une des têtes couronnées les plus admirées, le soutien à l'institution dans son ensemble continuait de fluctuer. Dans un tel contexte, de petites fissures pouvaient apparaître plus importantes et des remarques inconsidérées pouvaient attirer une attention disproportionnée. La colère protectrice de Guillaume II n'était donc pas seulement personnelle mais aussi politique. Il considérait la monarchie comme fragile et pensait que tout acte irrespectueux risquait d'en éroder les fondements. À la fin de ces semaines, le fossé n'était pas comblé. Il n'y eut ni excuses spectaculaires, ni gestes de réconciliation. Au lieu de cela, la situation se transforma en une impasse silencieuse. Camilla soutint sa fille, Charles tenta de calmer la famille, Anne continua stoïquement et William resta résolu dans sa loyauté. L'épisode était passé d'une remarque passagère à une fracture durable, rappelant que dans la monarchie, les paroles privées peuvent avoir des conséquences publiques. Et bien que les caméras n'aient jamais capté l'attention directement, ceux qui étaient au palais savaient que l'unité de la famille était à nouveau ébranlée, laissant à la couronne le soin de gérer non seulement le poids du devoir, mais aussi la tension du silence. Le gala de Clarence House avait été conçu comme une soirée d'élégance et de prestige culturel destinée à mettre en valeur l'engagement de la famille royale en faveur des arts. Des invités issus des mondes de la littérature, de la musique et de la philanthropie se sont réunis sous des lustres scintillants, leurs conversations oscillant entre admiration pour les expositions et spéculation sur le futur rôle de la famille dans la vie publique. Pourtant, à mesure que la soirée avançait, la froideur qui s'était installée au sein de la maisonnée commença à s'infiltrer dans l'atmosphère. La présence de William et Catherine arrivée avec une attitude mesurée fut accueillie par des applaudissements polis, mais des regards attentifs remarquèrent de bientôt la raideur dans l'expression de William. Son charme, habituellement caractéristique de ce genre d'événement, était discret et la raison en était évidente pour ceux qui avaient entendu des rumeurs de tensions récentes. Laura Lopes se déplaçait avec aisance tout au long du gala, saluant ses connaissances et discutant de l'exposition d'art qu'elle organisait à venir. Professionnelle expérimentée, elle se montrait assurée, apparemment indifférente aux velléités politiques du palais. Pourtant, chaque fois que son regard croisait celui de William, les observateurs percevaient une rupture impossible à dissimuler. Catherine tentait d'adoucir les tensions par des échanges polis, engageant même une conversation chaleureuse avec Camilla pour masquer la tension, mais le malaise restait perceptible pour ceux qui observaient attentivement. La tension entre la protection de William envers Anne et le refus de Laura de revenir sur sa remarque devenait un théâtre muet se déroulant au vu et au su de l'élite culturelle britannique. Anne elle-même a géré la soirée avec son sang-froid habituel. Elle évoluait parmi les donateurs, parlant avec clarté de ses projets et encourageant un soutien continu aux associations caritatives qu'elle représentait. En apparence, elle ne montrait aucun signe de discorde, mais son endurance pesait plus lourd que d'habitude. Des observateurs ont plus tard remarqué que ses épaules semblaient lourdes, comme si elle portait non seulement les responsabilités de sa vie, mais aussi la tension d'être le centre silencieux d'une dispute familiale indésirable.
Catherine, qui avait une capacité aiguë à ressentir les émotions de son entourage, avoua plus tard à ses amis qu'Anne paraissait inhabituellement lasse, même si elle ne laissait jamais paraître sa façade en public. Le personnel du palais, bien que discret, ne put s'empêcher de remarquer le soin apporté à la gestion de la soirée. Le plan de table fut révisé à la dernière minute, garantissant que William et Laura ne partageraient pas la même table. Les courtisans ajustèrent subtilement le flux des présentations, créant des zones tampons entre les personnes qui ne pouvaient être autorisées à s'adresser directement aux invités. L'éclat apparent du gala masquait un ballet d'évitement en coulisses, révélant les efforts déployés pour préserver l'illusion d'harmonie. Le contexte plus large de ce moment a ajouté une couche supplémentaire de complexité. Des médias tels que BBC News et Al Jazeera Les Débats portèrent sur les difficultés de la monarchie à paraître unie face à la pression publique en faveur de la transparence et de la responsabilité. À une époque où la Grande-Bretagne était aux prises avec des questions d'identité et le coût du maintien des traditions, la moindre division au sein de la famille menaçait d'affaiblir son image. Les analystes observaient que les événements culturels comme ce gala n'étaient plus de simples rassemblements mondains. Ils étaient devenus des scènes où la monarchie exerçait la stabilité pour la nation. La rigidité de William et l'assurance de Laura racontaient une histoire que des invités attentifs ne pouvaient ignorer. Au-delà de la salle, l'opinion publique commençait à évoluer. Les sondages suggéraient un scepticisme croissant quant à la capacité de l'institution à se moderniser, même si des personnalités comme Anne conservaient une forte cote de popularité. Les journaux se demandaient si les divisions générationnelles au sein de la famille reflétaient des divisions plus larges au sein de la société, les jeunes Britanniques remettant en question la pertinence même de la monarchie. Dans ce contexte, la petite remarque faite par Laura quelques semaines plus tôt prit une portée symbolique plus grande. Ce qui aurait pu être considéré comme une remarque superficielle était désormais interprété comme la manifestation de tensions plus larges entre tradition et modernité. Le gala atteignit finalement son apogée avec un discours du roi Charles qui loua les arts comme un pont entre le passé et le présent. Ses paroles, bien que gracieuses, étaient teintées d'un appel à l'unité. Ses proches comprirent qu'il s'adressait non seulement aux invités mais aussi à sa propre famille. Il comprenait que l'image de cohésion était essentielle, mais il savait aussi combien cette cohésion était devenue fragile. Camilla écoutait attentivement la main posée sur son bras, tandis que Laura se tenait à proximité calme mais consciente du regard scrutateur qui la scrutait. William applaudit poliment à la fin du discours de son père, mais son attitude restait glaciale. Pour lui, l'événement confirmait que Laura n'avait aucune intention de reconnaître l'insulte faite à Anne et que Camilla continuerait de la protéger. Sa loyauté envers Anne exigeait qu'il ne passe pas à autre chose même si cela lui simplifierait la vie. Pour William, laisser passer l'affaire équivaudrait à dévaloriser les décennies de service d'Anne et il n'était pas prêt à accepter un tel compromis. À la fin du gala, les invités repartirent avec des impressions mitigées. Certains évoquèrent la splendeur des expositions d'art, d'autres la tension subtile mais indéniable entre les personnalités clés de la famille royale. L'histoire n'avait pas encore été relayée par la presse, mais au sein de l'élite londonienne, elle devint un sujet de discussion discret. Les courtisans savaient que, faute d'être soigneusement gérées, ces rumeurs pourraient se propager et devenir les gros titres que William redoutait. Ce qui subsista après cette soirée ne fut pas une réconciliation, mais un retranchement. Guillaume resta inébranlable dans sa défense d'Anne. Camilla continua de veiller sur sa fille. Anne avança avec l'endurance stoïque qui la caractérisait tandis que Charles cherchait un équilibre entre des loyautés concurrentes. Le gala avait été conçu comme une célébration de la culture et de l'unité, mais il se termina en rappelant que sous le faste des cérémonies se cachaient de profondes fractures. La question restait en suspens, ces fractures resteraient-elles cachées ou s'élargiraient-elles bientôt jusqu'à devenir une crise que la monarchie ne pourrait plus dissimuler ? Derrière la majesté du palais de Buckingham, une réunion privée fut organisée pour apaiser ce qui était devenu un dangereux courant de division. Charles, conscient de la tension latente, convoqua un petit groupe de membres de la famille dans l'un des salons les plus calmes, à l'écart des salles publiques. L'objectif était clair, rétablir le calme avant que les murmures de discorde ne se propagent au-delà des murs du palais et ne deviennent la proie de la presse. L'atmosphère à l'intérieur était pesante, le poids de l'histoire pesant sur ceux assis en silence. William était résolu, Anne calme Camilla sur la défensive et Laura déterminée à tenir bon. Charles commença par des paroles mesurées sur l'unité. Son ton était calme mais pressant, reflétant sa conscience de la fragilité de l'image publique de la monarchie. La couronne ne survit pas grâce aux lois ou à la politique, mais grâce à la perception, et cette perception est facilement fracturée. Son rappel tombait à pointe nommée car hors des murs du palais des commentateurs de médias comme Reuters et l'Indépendant se demandaient déjà si la cohésion interne pourrait résister aux pressions de la Grande-Bretagne moderne. Ce rassemblement n'était pas seulement une discussion familiale, il s'agissait d'une tentative de protéger la monarchie elle-même d'une tempête grandissante.
William s'exprima avec fermeté, rappelant à l'assistance la vie de sacrifice d'Anne. Il souligna que son dévouement n'était pas occasionnel mais indéfectible, marqué par des décennies de service et d'innombrables engagements qui faisaient rarement la une des journaux mais renforçaient pourtant les fondements moraux de la couronne. Pour lui, la remarque de Laura allait au-delà d'une simple critique. Elle remettait en question l'essence même du devoir royal et la laisser sans réponse enverrait un message de tolérance envers le manque de respect. Ces propos faisaient écho aux inquiétudes de nombreux observateurs qui craignaient qu'une fois les symboles de la tradition affaiblis, l'institution qu'ils représentent commence à perdre son sens. Laura cependant refusa d'admettre que son commentaire avait été une insulte. Elle arguait que ses propos étaient de désinvolte et pris trop au sérieux et qu'ils n'avaient jamais eu pour but de diminuer le rôle d'Anne. Pour elle, l'affaire était exagérée, une tempête démesurée. Camilla soutint sa fille, soulignant que Laura n'était pas une membre active de la famille royale et ne devait donc pas être soumise aux mêmes normes de contrôle. Elle arguait qu'entraîner sa fille dans les conflits du palais était injuste étant donné que Laura avait délibérément construit sa vie à l'écart des projecteurs incessants de la monarchie. Anne intervint avec son calme habituel, reconnaissant la douleur mais exhortant chacun à ne pas laisser la remarque aggraver la blessure. Sa voix portait le poids de l'expérience, reflétant les innombrables fois où elle avait subi des critiques en silence. Pour elle, réagir avec force ne faisait que renforcer ses détracteurs. Pourtant, son pragmatisme ne satisfaisait pas William qui considérait le silence comme dangereux à une époque où les rumeurs se propagent instantanément et sans contrôle. La discussion a révélé des failles non seulement au sein de la famille, mais aussi au sein même de la philosophie monarchique. La royauté devait-elle répondre aux critiques par le silence incarnant une résilience stoïque ou devait-elle se défendre activement pour contrôler le discours public? La réponse était loin d'être simple. Des analystes écrivaient dans BBC News et Vague Allemande, j'ai observé que le plus grand défi de la monarchie réside dans l'équilibre entre dignité et adaptabilité. Cette confrontation privée a reflété ce dilemme plus vaste avec des détails saisissants. La réunion se termina sans issue claire. Charles prôna la réconciliation, mais ses paroles, bien que mesurées, ne purent effacer les positions tranchées. William partit insatisfait, estimant que sa loyauté envers Anne n'avait pas été reconnue à sa juste valeur. Camilla partit protégeant Laura, convaincue que sa fille avait été injustement traitée. Anne retourna à son travail, portant le fardeau d'être le centre silencieux d'une tempête qu'elle n'avait pas désirée. La fragile unité de la famille restait brisée, ne tenant que par la nécessité de préserver les apparences aux yeux du public. Ce qui a rendu cette confrontation particulièrement significative, c'est son timing. La confiance du public dans les institutions s'était affaiblie et la monarchie ne faisait pas exception. Sondage, rapporté par YouGov, cela témoignait d'un clivage générationnel. Les Britanniques donnent les plus âgés, conservant leur soutien à la couronne tandis que les jeunes générations remettaient en question sa pertinence. Dans ce contexte même, une dispute familiale mineure risquait d'être interprétée comme la preuve de la perte de cohérence d'un système obsolète. Pour Guillaume, l'enjeu était une question de principe, mais il relevait aussi de la question plus vaste de la survie de la monarchie sans défendre clairement ses traditions. Les semaines qui suivirent montrèrent les conséquences de l'échec de la réconciliation. Les réunions informelles furent gérées avec plus de soin, les plans de table redessinés et les horaires modifiés afin de minimiser les contacts entre Guillaume et Laura. Les sourires affichés devant les caméras masquaient la réalité de la séparation en coulisses. Les courtisans travaillèrent sans relâche pour préserver les apparences, mais les fissures étaient visibles pour ceux qui savaient où regarder. La monarchie fonctionnait, mais au prix d'une gestion constante des coulisses. Cette confrontation à huis clos a révélé beaucoup de choses sur la situation actuelle de la monarchie. Elle a montré comment l'orgueil personnel et la loyauté familiale, autrefois des affaires privées, ont désormais des implications nationales. Elle a révélé la difficulté d'intégrer des citoyens dans l'orbite royale sans conséquence. Surtout, elle a montré la fragilité de l'unité lorsque tradition et attentes modernes s'entrechoquent. Pour le public, les images sont restées impeccables. Pour ceux qui étaient à l'intérieur, le souvenir de cette réunion chargée persistait tel un avertissement. Le plus grand défi pour la couronne pourrait bien ne pas venir de la politique ou de menaces extérieures, mais de l'intérieur même des murs qui ont été construits pour la protéger. Dans les mois qui suivirent la réunion de Buckingham Palace, aucune résolution décisive ne fut trouvée. Au lieu de cela, la famille royale sombra dans une trêve précaire, soudée non par la réconciliation, mais par la nécessité. Les apparitions publiques se poursuivirent avec une grâce maîtrisée, les photos affichèrent des sourires soigneusement arrangés et les déclarations officielles reflétaient une harmonie. Pourtant, derrière les apparences, les relations restèrent altérées, marquées par une simple remarque inconsidérée et les réactions qu'elle suscita. La monarchie avait déjà traversé des tempêtes, mais cette fracture comportait un danger plus discret et plus corrosif, car il existait au sein même de la famille. La loyauté de Guillaume envers Anne ne faiblit pas.
À chaque engagement auquel ils assistaient ensemble, il se montrait remarquablement attentif, se tenant à proximité, veillant à ce que ses contributions soient reconnues. Les observateurs remarquèrent combien il la félicitait fréquemment dans ses discours et ses interviews, une volonté délibérée de souligner ses décennies de service. Son admiration devint un subtil contrepoint aux paroles de Laura, une réaffirmation constante qu'Anne représentait le meilleur de la tradition monarchique. Cette campagne discrète de loyauté garda sa réputation intacte et renforça l'idée que la couronne ne pouvait fonctionner sans sa présence inébranlable. Anne, fidèle à elle-même, refusa de s'attarder publiquement sur l'incident. Elle poursuivit son travail, se rendant à des projets caritatifs internationaux et rencontrant des communautés locales à travers la Grande-Bretagne. Son emploi du temps restait aussi chargé que jamais, un rythme de service symbolisant la stabilité en ces temps incertains. Pourtant, ceux qui la connaissaient en privé remarquèrent des signes de lassitude. Cette petite remarque ne l'avait pas brisée, mais elle avait pesé sur son moral, lui rappelant que même au sein de sa propre famille, son travail pouvait être mal compris. Elle supporta ce poids en silence, mais le silence n'effaça pas la blessure. Camilla continua de veiller sur sa fille. À ses yeux, Laura avait été injustement jugée pour une remarque désinvolte et le refus de la famille de la laisser s'estomper équivalait à de la persécution. Elle s'appuya sur Charles pour la rassurer, lui rappelant la promesse qu'il avait faite de protéger ses enfants des fardeaux de la monarchie. Son attitude protectrice créa une distance entre elle et William, une distance qu'il devint impossible d'ignorer lors d'événements communs. La chaleur qui régnait autrefois entre eux s'est sensiblement refroidie, remplacée par un détachement poli. Charles peinait à maintenir l'équilibre. En tant que roi, son rôle était d'incarner la stabilité, mais en tant que mari et père, ses loyautés étaient partagées. Il passait de longues heures en réunion privée avec ses conseillers cherchant des moyens de renforcer l'unité sans forcer la reconnaissance publique du conflit. Les analystes The Times et BBC Newsreel a noté que le règne de Charles était déjà marqué par des tentatives de modernisation tout en préservant la tradition. Cet incident a mis en lumière la fragilité de cette mission. Même au sein de sa propre famille, les attentes modernes se heurtaient à la loyauté traditionnelle, le laissant gérer les conséquences avec une diplomatie prudente. Le reste du monde n'est pas resté silencieux. Les commentateurs Reuters et Vague Allemande a relié cette tension à des débats plus larges sur la pertinence de la monarchie. Les sondages d'opinion ont montré un déclin progressif du soutien parmi les jeunes générations qui considéraient l'institution comme détachée de la vie quotidienne. L'image de division au sein de la famille, même chuchotée en privé, risquait d'alimenter ce discours. Guillaume comprenait parfaitement ce risque. Pour lui, le silence n'était pas synonyme de force, mais de vulnérabilité, et sa fermeté indéfectible visait autant à protéger l'avenir de la monarchie qu'à défendre la dignité d'Anne. Au palais, le personnel s'adaptait discrètement. Les plans de table étaient réécrits pour séparer Guillaume et Laura, les courtisans répétaient des scénarios d'urgence pour les événements publics et chaque rassemblement était chorégraphié pour éviter toute tension visible. La monarchie paraissait impeccable, mais cet raffinement exigeait une vigilance constante. Chaque ajustement rappelait que l'unité n'était plus naturelle mais soigneusement élaborée. La question de la succession planait sur ces événements. Le futur rôle de Guillaume comme roi plaçait sa vision au cœur de l'avenir de la couronne. Son insistance à défendre Anne trahissait le type de monarque qu'il entendait être, un monarque privilégiant la loyauté et les principes aux convenances. Pour certains au palais, cette détermination était admirable. Pour d'autres, elle était troublante car elle suggérait que Guillaume pourrait être moins enclin au compromis lorsque celui-ci était nécessaire pour maintenir la paix. Pour Laura, les conséquences furent tout aussi pénibles. Bien qu'elle restât concentrée sur sa carrière artistique, les rumeurs de l'incident la suivirent jusque dans les cercles professionnels. Ses amis posèrent des questions prudentes, ses collègues spéculèrent discrètement, et son rôle dans la dispute devint une ombre discrète sur sa carrière pourtant florissante. Ce qui n'était qu'une remarque anodine s'était transformé en un récit qu'elle ne pouvait contrôler. Son orgueil l'empêcha d'offrir la reconnaissance que William désirait, et ce refus garda le fossé perdurer. Au fil du temps, la monarchie s'adapta à la nouvelle réalité. Il n'y eut ni excuse, ni réconciliation spectaculaire, seulement une mise en place progressive d'une coexistence prudente. L'unité présentée aux caméras demeurait intacte, mais sous-jacente, la confiance s'était affaiblie. La monarchie avait survécu à une nouvelle épreuve, mais le prix à payer était élevé, car la force de la couronne dépend non seulement de son image publique, mais aussi de ses liens privés. Et ces liens s'étaient effilochés. L'histoire d'une remarque au château de Windsor avait pris une ampleur bien plus grande que le moment lui-même. Elle était devenue le symbole de l'équilibre délicat entre tradition et modernité, loyauté et critique, famille et institution. Pour le public, c'était une histoire largement méconnue, dissimulée derrière la grandeur des cérémonies et des événements d'État. Pour ceux qui étaient à l'intérieur du palais, c'était un rappel constant que l'unité était fragile et que la plus grande vulnérabilité de la couronne ne réside souvent pas dans les attaques extérieures, mais dans les fractures discrètes de ses propres murs. Que pensez-vous de la décision de William de tenir bon ?
Sa loyauté envers Anne était-elle une démonstration de force ou aurait-il dû laisser l'affaire s'éteindre comme elle le lui avait conseillé? Partagez votre avis ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de poursuivre la conversation avec nous.